Nous recevons cet après-midi M. Prévost, le directeur général de la NCT, pour évoquer le sujet des collectivités territoriales face aux menaces cyber. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet qui est important, au moment où la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 a été publiée. C'est tout récent, je crois que c'est au mois de janvier 2026. Nous entendrons d'ailleurs aujourd'hui également, en audition conjointe avec la Commission des Affaires étrangères, à la Défense et aux Forces armées, le directeur général de l'ANSSI. Vous le savez, chers collègues, notre délégation est attentive à ces sujets et je pense en particulier à la mission d'information conduite par nos collègues Pascal Gruny et Ghislaine Senée en 2024 sur l'intelligence artificielle et les collectivités territoriales. Alors c'est un sujet plus large, mais en tous les cas qui recoupe quand même ce dont on va parler aujourd'hui. Dans une période où la menace cyber s'intensifie, les collectivités territoriales, les élus locaux et leurs agents sont en première ligne. Et d'ailleurs, les attaques contre les services publics locaux, les hôpitaux, les mairies, on l'a vu, les écoles et bien d'autres services ne sont plus des scénarios du possible, mais ils sont aujourd'hui une réalité quotidienne qui met en péril la continuité des services publics, évidemment la confiance des citoyens et la sécurité dans nos territoires. Il me semble, mais le but c'est de pouvoir échanger sur ces sujets et de vous entendre, il me semble qu'au moins 3 actions doivent être menées ou renforcées en matière de cybersécurité. C'est accompagner la compétence, la montée en compétence des élus et des agents, pour lesquels la cybersécurité reste un sujet quand même complexe à aborder. Il faut absolument accompagner particulièrement les collectivités territoriales de petite taille ou de moyenne taille, qui n'ont pas toujours les ressources pour se protéger efficacement à des solutions adaptées. Et puis, il y a un sujet, je souhaiterais qu'on puisse l'évoquer aussi, sur la coordination entre l'État et les collectivités territoriales pour garantir des réponses efficaces en cas de crise. Voilà. À l'automne 2025, vous avez développé la suite territoriale qui vise l'amélioration du niveau de cybersécurité des communes de moins de 3 500 habitants et des EPCI de moins de 15 000 habitants qui disposent de moyens limités, on le sait, pour lutter contre les attaques qui les ciblent. Voilà, du coup, votre expertise, votre regard sera précieux pour éclairer ces sujets qui sont très importants et nous ne sommes qu'au début des difficultés sur ces questions-là et nous avons plutôt intérêt à les anticiper pour s'en prévenir, même si on n'y arrivera jamais à 100%, pour s'en prévenir le mieux possible, en tous les cas, pouvoir avoir des réponses rapides et efficaces. En tous les cas, merci de votre présence, merci aux collègues qui sont là, et je vous laisse sans plus attendre la parole pour qu'ensuite on puisse passer à un échange avec les collègues présents. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir de venir devant vous pour parler de ce sujet. Je suis accompagné par Laurent Roger, qui est directeur général délégué à la direction du numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est un sujet qui est adressé depuis maintenant plusieurs années par l'Agence dans cette compétence numérique qui lui a été confiée de par la loi. Il y a eu une prise de conscience déjà depuis plusieurs années. C'est en 2023 que l'ANSSI et le ministre du numérique de l'époque avaient demandé à l'agence d'examiner cette question de la sécurisation du numérique des collectivités et des petites collectivités évidemment en particulier. On voit malheureusement que cette intuition d'il y a 2 ans est encore plus nécessaire. Aujourd'hui, le danger a considérablement augmenté. On le voit sur les services de l'État, on le voit sur les services des collectivités. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas des tentatives d'intrusion ou des intrusions plus ou moins réussies sur lesquelles il faut ensuite venir réparer les choses. Donc, on voit que c'est un sujet très présent et c'est une réalité particulière au niveau des collectivités avec notre maillage exceptionnel en petites collectivités. On le sait bien, encore plus en ce moment avec la période électorale, où on a des collectivités parfois très petites et qui sont peu armées pour le sujet. Alors je vous ai amené quelques chiffres. On a en gros 10% des collectivités qui déclarent avoir été victimes de cyberattaques au cours de l'année.
On a un tiers des communes qui ne disposent pas de nom de domaine. Or, on sait bien que le fait de ne pas disposer de nom de domaine, c'est un sujet de fragilité. Alors, un sujet de fragilité déjà pour les collectivités, avec le risque d'usurpation de leur identité, de prise de contrôle de leurs données, et puis aussi pour ceux avec lesquels ils sont en communication. Et c'est vrai que mon expérience récente, par exemple, de préfet de département, m'avait conduit à être toujours un peu inquiet quand je voyais un message arriver d'une boîte en Gmail ou Anadou qui était censé représenter la boîte d'un maire, mais on avait toujours un petit doute. Alors quand on le connaît personnellement, bon, on se dit oui, ça doit être bien lui, mais quand c'est pas le cas, on a quand même une inquiétude sur ces messages qui peuvent avoir évidemment une importance grande et qui, en termes de sécurité, en termes de gestion de crise, et qui arrivent de boîtes mail non sécurisées. Et puis, on a également beaucoup de communes qui utilisent aussi des adresses génériques qui ne sont pas génériques, qui ne sont pas là aussi protégées. Et c'est à peu près plus de 20 000 communes qui commettent ces risques. Alors, on a quelques moyens pour essayer d'identifier ces fragilités. On a un test qui permet de le faire, qui est disponible. Si pendant la séance vous voulez tenter de taper une collectivité que vous connaissez, vous pouvez aller regarder sur le site. C'est le site qui s'appelle suiteterritoriale.anct.gouv.fr. Et en tapant le nom de la collectivité, vous voyez si la collectivité présente quelques fragilités. Et il y a les points sur lesquels il peut y avoir une amélioration rapide. Donc c'est un outil évidemment qui est intéressant. Mais qui est finalement que la traduction d'un risque que les collectivités, pour essayer d'en faire prendre conscience les collectivités, en sachant que malheureusement les esprits criminels, eux, disposent très facilement de ces données. Ils n'ont pas besoin évidemment de notre site pour en bénéficier, puisque eux, il suffit de faire quelques tests par eux-mêmes et ils trouvent ces informations et peuvent ensuite les utiliser pour venir utiliser les adresses. Sur la solution que nous proposons, à partir de cette commande qui nous avait été faite, c'est des outils qui sont assez simples. Ça a été développé, alors je rentrerai pas trop dans la technique, mais ça, si vous le souhaitez, évidemment, mon collègue pourra le détailler davantage. C'est à partir de blocs déjà déployés, de briques déjà développées, que ça a pu être mis en place. Et on est reparti en fait d'une architecture de sécurisation pas à pas de la connexion. C'est-à-dire qu'il y a un outil ProConnect. On connaît tout ça maintenant quand on veut se connecter à un site, par exemple pour déclarer ses impôts ou faire des démarches administratives. Donc avec ProConnect, eh bien, on va pouvoir sécuriser déjà son identité pour que les agents de la collectivité ou le maire puissent se connecter. Ensuite, on a le nom de domaine, ce que j'évoquais, c'est-à-dire sécuriser le fait que on ait une adresse où on fasse apparaître le nom de la commune avec collectivité.fr. Évidemment, ce .fr est important parce qu'on sait bien que si c'est .org, par exemple, ou .net, on est en face d'un service commercial, en principe, en tout cas, pas un service officiel. On a également la question évidemment de l'outil de messagerie pour les messages internes entre la préfecture et la collectivité en tant que représentant de l'État dans un certain nombre de fonctions. Et bien évidemment, c'est un aspect important. On l'évoquait tout à l'heure aussi dans le cas de la crise. Et donc évidemment, là aussi, c'est un point de sécurisation, donc de créer cet échange qui soit sécurisé. Il y a la question aussi de la conservation d'un certain nombre de fichiers, d'espace pour protéger les données qui peuvent être sécurisées. Et puis,
Voilà, on peut avoir aussi, par exemple, la question de la base adresse. Là aussi, de sécuriser, d'avoir des données fiables sur les adresses Internet. Voilà en quelques exemples de ce périmètre de socle. Évidemment, il s'agit vraiment de sécuriser les relations entre les élus, et en particulier enfin, le maire, et les services de l'État dans une approche très régalienne, c'est-à-dire vraiment de protéger cette relation qui évidemment est importante et particulièrement importante quand il y a des crises. Et c'est nonobstant évidemment tout ce qui peut être développé par ailleurs par les éditeurs privés avec lesquels il y a des échanges qui sont encore en cours d'ailleurs en ce moment pour voir comment il peut y avoir des coopérations, des collaborations avec ces éditeurs privés. Et c'est pour ça que ce socle commun, il est à destination d'abord et il est destiné aux petites collectivités. C'est-à-dire aux petites collectivités, c'est les communes de moins de 3500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. Car on sait bien que ensuite, quand les collectivités sont grandes, elles ont des services informatiques, elles ont les capacités, évidemment, d'avoir leurs propres fournisseurs. Mais quand on est sur des toutes petites collectivités, c'est important qu'elles puissent avoir ce socle minimum de sécurisation. Évidemment, après, mais elles peuvent acheter d'autres prestations auprès des éditeurs ou faire d'autres choix. Mais c'est vraiment le socle qui protège. Ce lien, il est aussi avec les OPSN, ces opérateurs qui sont sur le territoire. Alors, il n'y en a pas dans l'ensemble du territoire, mais il y en a quand même dans une majorité de territoires, de départements ou de régions qui permettent ensuite d'accompagner le déploiement de cette proposition, et puis qui, elle, pour ces opérateurs publics de services numériques, évidemment, eux, ils ont leur propre lien avec les collectivités qui sont adhérentes à leur réseau. Mais nous avons vraiment cette volonté de pouvoir offrir ce socle de base aux communes. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Merci, monsieur le directeur général. Et sans plus attendre, je vais passer la parole aux collègues qui souhaitent intervenir, poser une question, faire une observation. Je vois pas de main qui se lève. Si, Sonia, peut-être? Non? Oui, vas-y. Alors, bonjour, bonjour Président, bonjour Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Préfet. Alors, comme je suis arrivé un tout petit peu en retard, et m'en excuserai, j'ai peut-être loupé une partie. Mais je voulais savoir dans quelle mesure aujourd'hui la formation des élus locaux intègre justement cette problématique des cyber. Parce que on parle de logiciels, on parle d'un certain nombre de choses, mais parfois la cybersécurité, enfin même souvent, vous venez d'une région, celle du Grand Est, qui avait d'ailleurs mis un certain nombre de dispositifs pour accompagner notamment les entreprises, parce que tout le monde dit aujourd'hui que 100% des entreprises ou des institutions publiques se feront attaquer en termes de cyber, mais ça passe aussi parfois par le comportement individuel de chacun. Et donc, je ne crois pas, alors peut-être vous l'avez dit dans le préambule, mais aujourd'hui, on ne regarde pas, ou en tout cas ne s'est pas intégré dans la formation des élus locaux, cette notion de prévention en matière de cyberattaque, puisque c'est parfois des mots de passe et un certain nombre de choses qui ne sont pas renouvelées. Voilà, je voulais savoir s'il y avait une réflexion autour de ça. C'était pour lancer la question, mais je rebondis là-dessus parce que je pense que le premier maillon faible, c'est l'humain, et donc c'est généralement l'élu ou la secrétaire générale de mairie. Merci. Et du coup, je compléterai peut-être la question par un deuxième volet sur, en cas de cyberattaque majeure, comment aujourd'hui s'articule la coordination entre l'État, la NCT, l'ANSSI, les collectivités, comment concrètement les choses s'articulent entre ces différentes structures. Voilà. Eh bien, faute d'autres questions, je vous laisse répondre. Ah, pardon, Monsieur Roiron. Oui, moi je suis élu de la région Centre, et on a mis en place à la région un GIPRESSIA qui permet de pouvoir aider les collectivités locales.
et toutes les intercommunalités de la région sont adhérentes de cela. Je voulais savoir quelle était la différence et la composition que l'on pouvait avoir en plus grâce à votre action. À vous. Donc, sur le premier point, je veux rassurer tout de suite, monsieur le sénateur Chevalier, ça n'a pas été abordé, donc on l'aborde. C'est un point évidemment qu'il faut développer. On va profiter des élections avec une nouvelle promotion de maires qui viennent de prendre leur fonction, et puis ceux qui sont réélus, pour resensibiliser. Donc on va diffuser un guide à destination des élus sur toutes les règles d'hygiène numérique, sur toutes les mesures de sécurité, en essayant de le faire de façon la plus pédagogique possible. Évidemment, il y a les OPSM qui peuvent aussi diffuser des conseils. Il y a évidemment aussi le rôle des associations de maires, les associations d'élus qui ont leur place. Il faut qu'on voit comment certainement intensifier la collaboration avec ces organisations, en ayant là aussi toujours cette volonté de subsidiarité, c'est-à-dire que là où ça existe, eh bien, c'est pas nécessaire de recréer, mais en revanche, c'est de se concentrer partout où il n'y a pas encore l'offre, ou de voir comment elle peut être développée. Donc, c'est pour répondre également à la question de monsieur le sénateur. Je pense qu'il faut qu'on voit vraiment en complémentarité, de façon à ce que ça couvre le maximum, sans non plus après venir se concurrencer. Ça, c'est important. Sur le cadre de l'attaque, évidemment, là, c'est à ce moment-là, on passe vraiment au rôle de l'ANSSI, qui va déployer à ce moment-là une sécurisation et un accompagnement des collectivités qui ont été victimes, avec évidemment les conseils, et avec toujours évidemment la plus grande prudence, parce qu'il y a des propositions de rançon qui peuvent être proposées, et évidemment on sait bien que si on rentre dans cette logique, eh bien derrière on s'affaiblit, et on affaiblit la collectivité. Et lorsqu'il y a, si je me permets, juste avant Rémi, lorsqu'il y a des territoires, départements, interco qui déjà mettent en place des solutions mutualisées, j'ai envie de dire qu'il y a un lien qui se fait, il y a de la coordination qui se fait avec la NCT, avec. Alors, oui. Parce que si chacun travaille dans son coin, eh bien, on va pas forcément être complètement efficace. Il y a un GIP dont la NCT est membre, qui s'appelle cybermalveillance, qui a cette fonction, et je pense que c'est un des points justement à renforcer. Et je pense qu'il faut profiter de la diffusion de la suite numérique, qui est le socle de base, pour ensuite essayer de voir comment poursuivre cette sensibilisation. Mais je le disais vraiment avec ce souci de subsidiarité. Mais en effet, il faut qu'on arrive à voir chacun ce qu'on fait, de façon à pas oublier un territoire, ou à l'inverse en saturer un autre. Rémi. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais simplement une précision concernant les collectivités. Quand elles sont victimes d'une cyberattaque, elles sont soumises, donc, comme les entreprises privées d'ailleurs, à une obligation de déclaration auprès de l'ANSSI. Aujourd'hui, est-ce qu'elles le font réellement? Et puis, par ailleurs, avec la directive NIS 2, certaines entités devront s'enregistrer auprès de l'ANSSI et notifier les incidents. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que ça va changer concrètement pour les collectivités, alors que les modalités précises restent à définir par décret? Alors là, monsieur le sénateur, comme l'ANSSI viendra après moi, je pense qu'ils seront mieux placés pour répondre que moi sur ces sujets. Et je voudrais pas prendre un sujet dans leur domaine d'intervention. Mais je pense que c'est des questions qui sont évidemment importantes, de vérifier que les collectivités signalent bien les agressions dont elles sont victimes. Il y a un risque. Pas d'autres questions? Bon, je pense que c'est quand même un sujet sur lequel il faut qu'on avance globalement, en essayant
coordonner les actions des uns et des autres, parce que on sait très bien que le risque va pas diminuer, bien au contraire, et que il faut qu'on se prépare à cela. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, l'immense majorité des collectivités, malgré ce qui est fait aujourd'hui, ne sont pas du tout en situation de pouvoir faire face à de telles attaques. Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement des maires, des collectivités dans ce domaine. Vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être dire que dès que les échanges avec les organismes de la profession des éditeurs de logiciels sera abouti, on va pouvoir rentrer dans la phase de déploiement de cette offre. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir évidemment l'ensemble du territoire. Alors, on sait que dans l'année qui vient, on n'aura sans doute pas réussi à couvrir l'ensemble du territoire, on estime à peu près à 30 000 collectivités le nombre de petites communes de moins de 3 500 habitants qui pourraient relever de cette offre. L'idée, c'est d'aller évidemment plus vite là où il y a des OPSN, parce que là, c'est plus facile, on a un relais. Sur les collectivités où il y a les départements où il n'y a pas encore d'OPSN, ça mettra un peu plus de temps, mais on va évidemment aussi chercher à intensifier en s'appuyant évidemment sur les réseaux d'associations d'élus et sur les préfets qui sont les délégués territoriaux de l'agence, et aussi en bonne intelligence avec les autres initiatives comme celle auxquelles faisait référence monsieur le sénateur de la Marne, puisqu'il y a aussi en effet la gendarmerie par exemple qui a tout un travail alors qui s'adresse davantage au secteur privé pour sensibiliser les entreprises aux risques qu'elles courent avec toutes les malveillances numériques. Donc c'est un travail vraiment collectif de prise de conscience qu'il faut poursuivre. On a aussi des actions vers le grand public, évidemment, puisque dans les France Services, il y a un certain nombre d'informations qui sont diffusées. Il y a les conseillers numériques qui relaient aussi ces conseils. Et on voit que il y a aussi besoin, évidemment, d'aller au-delà et de sensibiliser le grand public. Et c'est un point de vigilance. Mais du coup, aujourd'hui, sur ce sujet, parce que cette question de la sensibilisation de l'information est importante, alors vous l'avez dit, il y a les préfets de département. Je pense que les associations de maires aussi dans chaque département qui vont être renouvelées sont des interlocuteurs qui sont tout à fait essentiels pour passer ces infos. Mais par exemple, vous citez l'exemple des maisons France Service ou les conseillers numériques. Donc, quelles actions concrètes vous menez? Quelle information auprès des conseillers France Service ou des conseillers numériques pour les sensibiliser à ce sujet, pour en faire des relais efficaces auprès de la population? Alors, très concrètement. Aujourd'hui, c'est pour les conseillers France Service, c'est davantage à l'occasion des services qui vont dans lesquels ils vont accompagner les usagers qui viennent les consulter, qu'ils vont leur faire un certain nombre de recommandations, puisqu'ils peuvent les accompagner sur la prise en main parfois de l'outil, et pour faire les démarches à leur place. Et donc là, ils vont évidemment les sécuriser, les inciter à être plus sécurisés. Après, il y a évidemment aussi des séquences qui peuvent être organisées dans les France Services d'information, avec les conseillers numériques par exemple, ou avec des associations qui travaillent autour de la sécurité numérique, qui sont là aussi de la pédagogie autour des gestes simples qui permettent de se protéger. Oui, mais alors ma question, il y a ça bien sûr, mais ma question c'était surtout quelles actions vous menez pour former en quelque sorte les conseillers France Service? Alors les conseillers de France Service, ils sont formés de façon. Sur ce sujet-là. Alors sur ce sujet-là, j'ai pas je ne sais pas si j'ai pas la réponse tout de suite. Je peux répondre sur la partie conseiller numérique, pour vous dire que ça fait effectivement vraiment partie de la formation des conseillers numériques, et qu'en particulier on a conçu une mallette cyber avec le GIP Cyber Malveillance qui est dédiée justement à l'animation d'ateliers destinés au grand public pour sensibiliser à ces sujets de cyber malveillance. Sur les conseillers numériques, je vous ferai passer la réponse sur les conseillers France Service de façon à ce que on puisse, parce que j'ai pas la réponse. Oui, parce qu'il y a un bon maillage en conseiller France Service, c'est quand même le point un peu qui fédère l'ensemble des services. Les conseillers numériques, c'est important, mais le maillage n'est pas le même. Voilà. Bon, pas d'autres questions ou remarques? Non.
Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, merci, monsieur le directeur général, et merci à vos équipes de vous être déplacés jusqu'au Sénat aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Et nous allons, dans un moment, effectivement, accueillir l'ANSSI et nous pourrons prolonger ces discussions et reposer la question qu'a posée Rémi Pointreau tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci.